Bien, donc vous avez vu la plupart des panélistes, alors je vais reprendre dans l'ordre depuis moi jusqu'au plus loin. Donc Daniel Kilper de Bell Labs, Alcatel-Lucent, Jean-Marc Pierson, IERIT, Université Paul Sabatier, un nouveau venu que vous n'avez pas vu ce matin, vous avez vu son collègue, donc Jacques McNeil de la compagnie Prompt, Montréal, Canada, qui travaille sur Green ICT. Azedine Gatti de Orange Labs en France, et puis Bernard Bouterin sur le free cooling que vous avez vu juste avant. Voilà. Alors, je vais avoir un ensemble de questions pour essayer de motiver la discussion. Bien sûr, ce que l'on désire, c'est la participation du public. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. J'ai essayé d'en sortir quelques-unes qui me semblaient un peu provocantes, disons, par rapport à ce que j'ai vu depuis ce matin. La première question que l'on a souvent, je dirais, quand on travaille sur le Green IT et le Green ICT, c'est l'image globale. Donc, on dit souvent le Green ICT, c'est 800 millions de tonnes de CO2. 2% équivalent à l'industrie de l'aviation. Alors, est-ce que ça vaut le coup de travailler autant juste pour réduire et pour attaquer ces 2%? Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment travailler là-dedans alors qu'il y a des postes beaucoup plus importants en termes de consommation électrique? Donc, c'est là-dessus que je vais interroger mes panélistes. Et on dit souvent que peut-être avec les technologies de l'information et de la communication, on va pouvoir réduire la consommation des autres domaines. Oui, essayez de nous le montrer, essayez de nous donner des exemples pour essayer de motiver ça. Et puis, on a une équation assez simple qui nous rassure, je pense, la plupart d'entre nous, c'est on va économiser de l'argent, on va économiser de l'énergie, donc on va lutter contre le changement climatique, on va préserver la faune, l'environnement, les girafes, les ornithorynques, les platypus. Est-ce qu'on va pouvoir sauver la planète? Donc, c'est là-dessus que j'aimerais que vous interveniez pour la première série de questions sur la picture globale, l'image globale. Qui commence ? Est-ce que ça vaut le coup de réduire autant cette consommation électrique juste pour économiser 2%? Peut-être comme en guise d'introduction, un exemple que j'aime donner pour vulgariser un peu le problème, c'est j'ai lu une anecdote il y a peut-être 2 ou 3 ans qui disait qu'un micro-ondes va consommer plus d'énergie dans sa durée de vie à montrer l'heure qu'à chauffer les aliments. Alors, c'est assez frappant comme image. C'est sûr que Charles mentionnait ce matin ce qu'on appelle peut-être les low-hanging fruits. Là, alors, il y a un paquet d'applications qui vont se corriger dans les 2-3 prochaines années. Les cellulaires qui chauffent toute la nuit pour se charger, etc. Là, vous les connaissez mieux que moi. Alors, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de choses qui pourront être faites à court terme, qui vont améliorer la situation. Pour ce qui est votre commentaire pour choquer un peu, là, pour partir, ça me fait penser, il y a 4 ans, quand les gens, vous allez voir Bill Saint-Arnaud demain matin, là, qui était un peu le prêcheur dans le désert pendant plusieurs années, puis là, mais on est un peu ses disciples là, dans sa façon de penser. Il parlait de la pollution des TIC, puis voyons, c'est ridicule, ça n'a pas d'allure. Finalement, tu réalises l'ampleur avec les gaz à effet de serre, puis le charbon et tout. On avait déposé à ce moment-là une proposition au niveau du gouvernement fédéral pour mettre en place un centre d'excellence en TIC verte. Même dans le temps, on appelait ça l'Internet vert. Aucune idée, les gens ne comprenaient pas de quoi on parlait. Puis ils disaient justement la même réaction, pourquoi qu'on mettrait de l'investissement sur le 2%, tandis que le 98% est là. Là, je crois qu'on a fait quand même assez de chemin pour sensibiliser les gens, puis le message qu'on se dit, bien, on travaille sur le 2% qui va devenir 4 et 8, etc., mais aussi sur le 20% dans les autres secteurs, les transports intelligents, les bâtiments et tout, là, qui vont permettre donc la conclusion, juste pour ouvrir la porte, ce qu'on pourrait sauver par année en 2020, c'est l'équivalent de tout ce que le président Obama a mis pour sauver les banques l'an dernier. Alors, je pense que ça vaut la peine. Oui, alors peut-être pour aller un peu dans la même direction, pour moi, c'est une question de petites gouttelettes qui vont s'ajouter à des petites gouttelettes qui vont faire prendre conscience d'un certain nombre de problèmes écologiques ou environnementaux et qui, peu à peu, vont permettre de sensibiliser le public par rapport à la consommation. D'accord, tout le monde utilise Facebook, tout le monde utilise Google, et si on le dit, voilà, ça consomme beaucoup d'énergie, quelque part, les gens vont être sensibles déjà que ça consomme, et donc, quelque part, peut-être, effectivement, pour nous, on sait que c'est 2%, mais pour la population, peut-être ils ne se rendent pas compte que c'est aussi peu,
Et donc, l'impact, ce que tout le monde va pouvoir faire à ce niveau-là va aussi se répercuter sur les autres niveaux, à d'autres endroits dans leur vie quotidienne, en disant bah, j'agis aussi en utilisant moins les ICT, mais du coup, je vais aussi agir moins en utilisant moins ma voiture, ou je vais utiliser moins. Voilà. Et donc, sur cet aspect-là, je pense qu'il y a un effet d'enchaînement, d'emballement qui peut être intéressant. Oui. Donc la question, oui, c'est aujourd'hui 2%, mais en 2020, c'est combien? Je crois que Dan avait fait des projections ce matin. On voit très très bien où on va. Ce qui nous effraie, ce n'est pas les 2% d'aujourd'hui, c'est plutôt les 20, 30, 40% que l'on va avoir d'ici quelques années. À mettre entre parenthèses, je donnerai juste deux cas d'exemple qui nous concernent tous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des mobiles qui téléphonent, multimédia. Enfin, le téléphone aujourd'hui, c'est un véritable couteau suisse. Il fait tout. Demain, ce que les gens demandent, c'est la haute définition. Demain, ce que les gens demandent, c'est la 3D. Si l'on veut fournir la 3D et la haute définition, il y a forcément un impact qui est derrière. Et donc, la question, elle est, oui, aujourd'hui, c'est 2%. On s'y prend. Il faut s'y prendre aujourd'hui, c'est vrai, et on est peut-être déjà en retard pour aller, d'après ce qu'on a montré ce matin, c'est que les courbes ne vont pas s'infléchir. Enfin, on a quand même une augmentation exponentielle, ça a été très très bien montré. Et donc c'est pour ça que je pense, oui, qu'il faut agir maintenant, et peut-être que demain, ça sera déjà trop tard. Et surtout dans le cycle de vie que l'on a vu, ou plutôt entre la R&D, transférer la R&D vers le déploiement, arriver sur le marché, il y a quand même 10 à 20 ans pour que les choses se mettent en place. Donc voilà, d'où la nécessité d'y travailler maintenant. Si, je suis tout à fait d'accord avec l'argument du fait que ça va exploser et que disons, ça suit une sorte de loi de Moore, disons, de la consommation électrique. Et disons, ce que je voudrais rajouter, c'est que par rapport à cette croissance exponentielle, si on agit au début d'exponentielle, on va gagner énormément dans 20 ans, alors que si on agit dans 10 ans ou dans 5 ans, il faudra faire des changements beaucoup plus drastiques pour changer la courbure de l'exponentielle. Voilà, donc je suis convaincu également que c'est aujourd'hui qu'il faut agir par rapport aux 2%, parce que c'est 2% évolutif aussi. Oui. Tu n'as pas de chance, tu n'as pas de détracteur. No, I think I agree with the other panelists. I want to say that I think it's we heard some nice examples this morning with regard to Canada. So there are provinces in Canada where most of the electricity is from hydroelectric. So the main focus then is to get the cars off the road. So the argument is, okay, we want to enable people to work from home. Well, working from home means that people are going to be using the network to access colleagues where they would otherwise meet with them in person. And to really make that work, we need tools so that that 3D high-definition video, well, that's going to be the way we can effectively interact over long distances. I mean, why are we all here in the room today traveling long distance if there was a way that we could really get a truly high-definition, truly interactive video, we might be holding this conference remotely over the internet. Well, so the question is, if I then load up the network with all that traffic to enable those cars to get off the road, can the electricity in these provinces here in Canada handle that additional energy load associated with the ICT equipment that's going to make that happen? And I think that's where we need to focus on the efficiency of the equipment. Or the other example, follow the sun, follow the wind. So that relies on the fact that the ICT, the transmission part, is much more energy efficient than the processing pieces. Right? So that I can move that data around very well. So, but to ensure that, we need to find new ways to deal with that 2% and get the network efficiency up. Ok, merci, vous me rassurez, vous avez votre place dans le panel. Commentaire de la salle sur cette image globale? Non? Oui?
équipements informatiques, cette énergie de fabrication, elle est à peu près de l'ordre de la phase d'utilisation. C'est-à-dire que la quantité nécessaire à la fabrication des produits électroniques vaut à peu près, c'est un ordre de grandeur, celle de la consommation en phase d'utilisation. Donc on n'est plus à 2%, mais déjà à 4%. Or, on a par ailleurs, on a parlé que du CO2, qui est certes reconnu comme un impact majeur. Enfin, tout le monde a l'air d'accord pour dire que c'est le principal impact environnemental, enfin le principal danger environnemental. On pourrait discuter de ça, mais accordons-nous là-dessus. Mais il y a les problèmes des produits électroniques qui posent bien d'autres problèmes, qui sont la quantité de déchets dangereux générés, le problème de l'extraction de ressources plus ou moins rares, mais en tout cas qui créent des problèmes géopolitiques un petit peu partout, et dont l'extraction de ces ressources crée elle-même des pollutions relativement sévères. Donc en fait, quand on parle de problème de ICT, c'est vraiment, il faut évoquer l'ensemble des problèmes environnementaux qui sont générés, et pas seulement le problème de l'énergie. Et quand on parle du problème de l'énergie, il faut avoir cette approche vraiment cycle de vie et pas seulement phase d'utilisation. Oui, tout à fait. Alors, oui, mais en fait, il faudrait faire bouger l'autre micro. Ouais, ouais. En fait, c'était un choix aussi par rapport à ces deux journées, d'avoir une journée plus technologique, disons aujourd'hui, et l'analyse en cycle de vie demain, mais il faut le prendre en compte, bien sûr. Brigitte, tu pourras faire bouger le micro? Oui, oui, ok. Non. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres actions? Ok. Alors, un petit aparté sur les data centers, sur les centres de données, on en a beaucoup parlé pendant cette journée. On a vu des chiffres donc, sur la consommation des centres de données. On a vu que cette consommation continuait à grossir. On va atteindre les plateformes Exaflop, Exascale. Donc ces plateformes sont très consommatrices en termes d'énergie, mais si elles sont efficaces, c'est sans doute encore bien. Alors, en se basant sur ce qu'on a vu juste avant, quand est-ce que le free cooling, je ne sais pas si ça se dit en français, le refroidissement gratuit, va être la norme? Est-ce qu'on pourrait l'appliquer à grande échelle ou uniquement sur des petits data centers type grenoblois, l'exemple grenoblois? Et je voudrais que vous interveniez aussi sur les aspects virtualisation. On a vu l'intérêt de la virtualisation sur les data centers. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes associés aux data centers? Est-ce qu'en virtualisant, on va pouvoir agréger, consolider et du coup obtenir des data centers qui sont utilisés à une valeur proche de 100%. Qui veut commencer? Allez, le free cooling. Alors, par rapport au free cooling et au problème du passage à l'échelle, c'est effectivement une question qui est importante parce que notre expérience, c'est effectivement une expérience sur une petite échelle. Pour quelqu'un qui a la maîtrise complète de la construction d'un data center et qui veut faire le choix du free cooling, oui, c'est possible d'étendre à grande échelle. Pour un aménagement d'un centre existant ou d'un nombre de ressources existantes, le passage à l'échelle risque d'être beaucoup plus difficile, voire impossible dans certains cas en fait. Donc, à mon avis, ça s'applique très bien à des petites échelles de l'ordre de quelques centaines de kilowatts. Au-dessus, disons, la difficulté, c'est plus une difficulté, disons, d'arbitrage pour la construction d'un nouveau centre informatique, d'être capable de décider, de faire confiance à une technologie que personne n'utilise autour, quoi. Donc ça, c'est un problème, disons, vraiment de risque, vraiment de risque à prendre et à assumer. Mais je ne pense pas qu'il y ait, à mon avis, il n'y a pas de difficulté de passage à l'échelle. Et si on imagine du point de vue, dans le cas de la construction d'un centre informatique, on peut très bien imaginer de prendre l'air d'un côté du bâtiment et de le rejeter de l'autre côté du bâtiment. Et donc ça, c'est en fonction de la longueur du bâtiment, vous pouvez avoir à peu près autant de baies qu'on veut. Il y a eu d'autres expérimentations qui sont faites avec des bâtiments circulaires et une cheminée au centre pour évacuer. Il y a pas mal de solutions, disons, dans la mesure où on a effectivement la maîtrise architecturale du bâtiment initial, quoi. Voilà. Je voudrais rebondir sur les deux points en même temps, et un peu peut-être pour contredire le passage à l'échelle, un peu détracteur par rapport à ce que tu dis. Parce que si on imagine aussi la possibilité d'avoir des data centers qui sont délocalisés et de petite taille, qui sont effectivement des choses à la taille de ce que tu nous as montré aujourd'hui, ou à peine plus gros, quoi, disons, et qu'on en a beaucoup, et que toutes ces ressources informatiques sont liées entre elles dans un nuage
qui nous permet, grâce à des techniques de virtualisation ou des techniques de consolidation, de déployer des services chez les particuliers, par exemple, ou dans des centres, disons, de petite taille. On peut très bien avoir virtuellement un data center énorme qui va travailler en free cooling physiquement sur des petites quantités. Donc, c'est une forme de partage à l'échelle par la distribution, par le distribué, par le réparti, au niveau de l'infrastructure. Donc, ça peut être aussi une voie. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres panélistes par rapport à ça, mais ça me semble quelque chose qu'il faudrait peut-être explorer dans le futur, plutôt que de dire on regroupe tout au même endroit, on fait des gros data centers, et puis après on se pose la question comment on les refroidit. Et peut-être en prenant des petites choses et en les distribuant, on n'a pas ce problème-là, quoi. Alors, personnellement, oui, j'ai beaucoup de mal avec les data centers, et notamment à me faire une idée. Mais c'est vrai que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Bon, ça, je pense que c'est partagé par tout le monde. Bon, on a parlé des data centers et de la possibilité, enfin de cette question qui nous taraude tous, c'est comment faut-il imaginer l'architecture globale des data centers. Et moi, j'ai de plus en plus la conviction, peut-être à tort, que l'architecture des data centers dépendra énormément du contexte ou de ce que l'on va y transporter. C'est-à-dire de quel service on va offrir. Alors, beaucoup de gens parlent du caching, c'est-à-dire rapprocher, éviter que l'utilisateur, quand tu fais du YouTube, quand tu fais du téléchargement de films, même si c'est illicite, quand on fait ce genre de manipulation, éviter de faire des va-et-vient vers un gros data center qui se trouve à l'autre bout du monde, mais plutôt avoir des solutions de caching qui sont juste à côté et qui pourra télécharger et puis aller consulter. Alors ça dépendra après de l'application que l'on veut. Hein, quand on fait du streaming, c'est pas la même chose que quand on fait de la VOD, c'est pas la même chose que quand on fait, je sais pas, d'autres applications. Donc ça dépendra beaucoup de ça et de beaucoup du service que l'on transportera. C'est pour ça que on en a parlé toi et moi cet après-midi. C'était ce que j'ai découvert moi récemment, je l'avoue, c'est ce que l'on appelle le Context Delivery Networks. Hein, c'est un mot voilà, qui vraiment s'occupe de cette problématique-là, d'aller regarder comment on va designer nos réseaux et vers quoi on va. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va plus vers... alors, dans le cloud computing, on est plus dans une approche concentration, même si concentrer le cloud, ça me paraît... Enfin, il y a deux termes qui se contredisent pour moi. Hein. Il y a une contradiction dans les termes. Parce que, enfin, on ne peut pas éviter la loi des nœuds. Hein. La loi des nœuds en électricité, c'est physique. On va chercher toujours le nœud le plus proche, pour moi. Enfin. Et après, dans les services, oui, j'ai l'impression qu'on a plus la tendance d'aller vers des choses beaucoup plus distribuées. Après, la question qui se pose, et je pense que ce que j'ai vu était vraiment super, c'est qu'on est en train de prendre cette problématique-là dans une phase d'optimisation pour aller regarder vraiment où est-ce que je vais les chercher, où est-ce que je place mes points pour aller chercher le minimum d'énergie. Bon. C'est une porte ouverte. Je ne réponds pas vraiment à la question, mais je donne quelques éléments. So one interesting thing that can factor in here is that there's some new technologies such as fiber to the home now enables us to use long reach passive optical networks. And so that brings the possibility where I can take my data from Montreal, put it out, transport it outside the city, move the central offices out of the city and site maybe a smaller data center just servicing this area. So rather than having the nearest node be all of these mini central offices. So some of these technologies might play into this question of distributed versus centralized also. Des commentaires de la salle sur l'aspect centre de données, data center? Oui, Daniel? Oui, moi je me demande si finalement il n'y a pas
quelque chose comme un critère de taille optimale d'un data center d'un point de vue énergétique. Enfin, réfléchir là-dessus parce que on voit bien qu'effectivement le cloud, on en a parlé, dans certains cas, c'est concentré. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a une taille de concentration idéale? Est-ce qu'il y a ce genre d'aspect? Je ne sais pas, je ne suis pas exploitant d'un data center de service, mais je m'interroge là-dessus, quoi. Est-ce que je ne sais pas si vous avez la réponse? Je n'ai pas complètement la réponse, mais en tout cas, il est clair que du point de vue d'une granulométrie qui serait très faible, il ne faut pas descendre trop bas. C'est-à-dire qu'on a quand même une nécessité de mutualiser un certain nombre de choses dans un data center, ne serait-ce que les ressources humaines qui sont nécessaires pour l'exploiter. Donc, il ne faut pas descendre très bas en termes de granularité, disons, du data center. Après, jusqu'où faut-il monter pour un data center? Je vais laisser mes collègues répondre parce que je n'ai pas la réponse. Ça m'en est. J'aimerais peut-être rajouter une question sur la question des data centers pour profiter de votre expérience. On parle de data center, de la taille, que chaque data center est entouré d'un nuage, d'un cloud. Ce matin, la prémisse de Charles Despins dans son allocution, c'est de servir l'aménagement des data centers proches des sources d'énergie renouvelable comme étant un moteur de développement économique régional. Par contre, on a eu des expériences dans le passé où le gros data center arrive et ne crée pas vraiment beaucoup d'emplois par mégawatt. Alors, quels seraient peut-être vos commentaires à vous quatre, là? Moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas ingénieur. Mais au niveau du développement économique, la création d'emplois, direct, indirect, avec les clouds, est-ce que les gros data centers créent peu d'emplois, mais ceux qui sont plus dans le milieu, en termes de taille, là, est-ce que... Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Là. Alors, la perspective européenne. Or in the States, how? Economic development aspect to it? Oui, donc c'est une très bonne question. Non, mais j'ai jamais vu d'étude qui a effectivement relié le nombre d'emplois ou l'impact sociétal, disons, de la présence de gros data centers ou de petits data centers localement. Donc, mais c'est vrai que ça serait une étude probablement intéressante à faire avec nos amis de sciences humaines qui... En tout cas, pour le moment, je n'ai pas de connaissance de choses comme ça. Just a quick comment on that. So I don't know of studies looking at that specifically where you cite the data center, but there's certainly been studies connecting broadband access to economic growth, which is a double-edged sword. Granted, we like to see economic growth, but if you think about these sort of Jevons paradoxes, well, a growing economy isn't always a green thing. So I guess it's a question of going it in a green way. Merci. Thank you. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque sur le développement économique. Le développement des data centers est très lié au prix de l'énergie dans un lieu particulier. Et ce qu'on voit ces dernières années, c'est un intérêt très fort des entreprises américaines de venir créer leur data center au Canada et tout particulièrement au Québec. Donc je pense qu'il va y avoir un développement économique très fort dans la région de Montréal sur les data centers dans les prochaines années. Et il y a même des projets assez fous d'aller développer des data centers dans le Grand Nord pour justement profiter d'histoires comme le free cooling. Et la problématique par rapport à ça, c'est les réseaux optiques qui n'existent pas. Et je me suis intéressé à un projet comme celui-là. On s'est trouvé bloqué à attendre que le gouvernement apporte les infrastructures nécessaires. Mais c'est clair que si on pouvait avoir des data centers dans le nord du Canada, ce serait un facteur de développement économique très important. Ok, merci. Commentaire? Je vais juste rajouter un commentaire sur le commentaire qui vient d'être fait. On n'a pas pu avoir la présence de personnes d'Hydro-Québec aujourd'hui. Par contre, j'ai eu l'occasion d'échanger avec deux personnes d'Hydro-Québec sur ce qui vient d'être évoqué, à savoir l'installation de data centers, par exemple de Google, dans le Grand Nord du Québec. Et il semble, selon la réponse que Hydro-Québec m'a donnée, c'est que c'est une question de création d'emplois.
C'est-à-dire que le gouvernement du Québec semble être pour l'instant relativement réticent à répondre positivement si ça ne s'accompagne pas significativement de création d'emplois. Donc ça a été un des points importants dans les discussions du gouvernement avec Google, qui voulait venir installer des serveurs en fait sur le Saint-Laurent. En fait, ce que Hydro-Québec m'a dit aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans le Grand Nord. L'eau du Saint-Laurent est à 4 degrés, d'accord, à l'année longue. Donc, pas besoin d'aller dans le Grand Nord pour installer des serveurs. J'aurais un commentaire, en fait, un petit peu relié à ce que Laurent a mis, c'est que si on pense au data center, au cloud, dans une certaine mesure, on revient 30 ans en arrière avec les frameworks. Donc, quand on voit toutes les questions que ça génère, toute l'énergie, en quelque sorte, que ça occasionne en termes de repenser les choses, ma question, ça serait un petit peu pour combien de temps, en fait, on va aller vers cette tendance où on revient à la centralisation. Est-ce que, par exemple, quand on parle de la disparition des laptops en termes d'outils intelligents, en quelque sorte, et non pas seulement l'interface pour le cloud, pour combien de temps encore? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des réponses ou des commentaires à ce sujet-là. Commentaires? So I think one of the important issues there is you have to focus on services. And, the latest boom in broadband technologies and the mobile devices is the accessibility of new services that you can use that device for. And I think that's really, I don't know that we'll ever get rid of laptops for the purposes of computing. Now, we've been using up some additional use of those laptops for other services that maybe they're not optimized for. And what we might find in the future is that there'll be other ICT devices that traditionally weren't part of that domain that are dedicated to the cloud because that's the best way to handle that service. I guess from my point of view, we're going to move more and more to this issue of designing our networks and our systems around the services rather than generic infrastructure the way that we have today. And the key is to find energy efficient ways to do that, I think. Moi, juste pour rebondir, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, on est en train. Il y a eu une phase de concentration qui va atteindre ses limites par rapport, notamment, on a vu, le nombre de mégawatts pour alimenter certains data centers sont simplement pas possibles. Donc, il va falloir retrouver d'autres solutions qui va passer par on va revenir à la décentralisation. Mais ça, pour moi, c'est décorrélé du fait que les laptops ou que les machines des end users vont avoir de la puissance de calcul ou pas. On peut très bien accéder à un cloud virtuel qui va reposer sur une infrastructure distribuée pour accéder et que chacun n'ait pas soi-même les puissances de calcul dans sa poche ou sur son laptop. Donc je pense que c'est deux problèmes peut-être un peu différents. Ok, merci. Donc on va passer à un autre thème. Le thème des réseaux, on en a beaucoup parlé aussi depuis ce matin, donc avec l'impact des réseaux dans l'éthique, dans la figure globale d'éthique. Est-ce que la réduction d'équipements, le contournement d'équipements, c'est la meilleure réponse pour économiser l'énergie? Comment on va pouvoir lier ces réseaux avec les grilles intelligentes d'électricité? Est-ce qu'après on va rendre tout ceci vert? Question peut-être plus pour Asdine, est-ce que les opérateurs réseau sont prêts à casser leur réseau juste pour des raisons énergétiques? Tu as mentionné tout à l'heure que les gens ne voulaient pas avoir des base stations à côté de chez eux, donc il va peut-être falloir faire avec l'existant. Puis une question plus pour Jack, est-ce qu'on peut qualifier un réseau de zéro carbone simplement en le connectant sur une source d'énergie verte? Il y a eu la présentation de Greenstar qui a été mentionnée tout à l'heure, le Zero Carbon Network. Je trouvais que c'était un peu étonnant de l'annoncer comme un zéro carbone network. Donc voilà, un commentaire là-dessus. Donc c'est un peu vaste. Dans l'ordre, un opérateur, est-ce que vous êtes prêt à casser votre réseau?
Oui, mais... Non. Il est fondamental, enfin, je pense, à mon point de vue, de ne pas opposer les deux vues qui sont, une, d'améliorer l'existant et ce qui va exister, ce qui est planifié, et la deuxième vision qui considère qu'on n'y arrivera pas de toute façon, donc il faut repenser tout dès le début. Il est fondamental pour moi, parce qu'aujourd'hui, on essaye de maîtriser déjà notre consommation énergétique, et pour moi, les deux solutions sont valables et il faut les conduire en parallèle, pour répondre un peu en général. Donc, il y a l'aspect amélioration de l'IT, hein, déjà, l'équipement technique, le free cooling, on en a parlé, on n'a pas parlé des matériaux à changement de phase. Enfin, il y a plein d'autres solutions qui sont... je pense que ce qu'on a oublié de dire aussi sur les data centers, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'il faut construire des vrais data centers à but de devenir un data center et non pas prendre des appartements et les convertir en data center. C'est trop souvent le cas en Europe. Très, très, très souvent d'ailleurs, le cas. Hein, on ne peut rien faire. Quand on a une hauteur de 3 mètres, le free cooling, je crois que ça pose quelques soucis parce qu'il faut quand même rentrer par le bas et sortir par le haut. Enfin, il y a quand même des choses un peu basiques, des réflexes, je dirais, basiques. Donc, il y a, dans l'immédiat, améliorer l'existant. Hein, je crois que tout le monde y travaille. Et puis, est-ce qu'un opérateur, est-ce qu'il est capable demain d'imaginer un autre réseau ? Oui, si on pose la question comme ça, la réponse d'un opérateur, c'est oui, mais combien ça va coûter un réseau, pour vous donner un ordre de grandeur, pour installer un réseau, c'est 400 ingénieurs par an. 400 ingénieurs par an, donc vous étalez ça sur le temps. C'est 10 ans. Alors, le GSM, ça a pris 15 ans. L'UMTS, ça a pris 10 ans. Et le LTE va prendre, d'après ce que j'entends dire, entre 7 et 8 ans pour les périodes. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que la roadmap des opérateurs sur 2010-2020, elle est déjà connue, elle est déjà faite. Et ce qu'on se disait ce matin, c'est qu'on doit, par exemple, l'initiative Green Touch, et dans laquelle on s'est fortement impliqué, c'est imaginer les réseaux de demain qui vont m'améliorer par le fameux facteur 1000. Mais ça rentrera en application après 2020-2030. Mais alors, est-ce qu'on va trouver des choses qui vont vraiment révolutionner le monde ? J'ai l'impression que non. Enfin, les bribes, elles existent. Il y a des briques qui existent déjà. On parlait des small cells, on parlait du MIMO, on parlait, ce qu'on parlait tout à l'heure avec Dan, c'est le retournement temporel, la focalisation spatio-temporelle à un endroit donné, juste au moment où il le faut, et disparaître juste après. C'est des choses que l'on connaît. Alors, est-ce que demain, on va les installer en Europe ? En Europe, ça sera dur. Déjà, on a du mal à désinstaller le GSM. Il faut déjà commencer par désinstaller ce qu'on n'utilise plus. Première chose, et pour ça, il faut avoir une attitude green, il faut être agressif, il faut que les gens qui viennent, ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand les gens viennent changer un mobile, il faut tout de suite leur donner un mobile de nouvelle génération qui supporte les nouveaux réseaux pour pouvoir drainer, pour pouvoir changer ou éteindre un réseau pour pouvoir en installer un nouveau. Il faut avoir ça à l'esprit. Mais oui, pour te répondre, oui, un opérateur, il est prêt. Mais maintenant, l'opérateur, son Graal, c'est la qualité de service. Il ne faut pas toucher à ça, mais c'est le fameux dont je parlais ce matin, le fameux couvrir à 99,9%, alors que ce ne sont que des chiffres qui ont une incertitude de 20 dB. Il faut le savoir. 20 dB d'incertitude sur une métrique, ça devient hallucinant. Donc garantir à 99%, on prend la gaussienne et puis on se met... voilà, donc c'est des choses qu'il faudrait casser. Et c'est ce que je disais, oui, il faut s'investir pour montrer la viabilité et peut-être que ce sera beaucoup plus viable dans des pays émergents que dans des pays plus européens. Souvent, vous savez, l'exemple vient des pays émergents, hein, souvent. Des nouvelles technologies sont installées plus là-bas que dans les pays européens. Enfin voilà, j'espère avoir répondu.
since September 2010, we do have an IEEE standard on EEE, energy efficient Ethernet, and we did some work on that. And then it's very easy to see there's a trade-off between energy saving and latency or quality and service in general. So my question is, are you aware of any network operator who deploys EEE in their networks already? So about real-world deployment, despite the fact that the standard is available for 1 year? If I well understand your question is, am I aware of an operator who take into account the energy efficiency as a... The standard EEE, so Green Ethernet, has been standardized last September. So personally, I'm not aware of any network operator deploying this standard. Moi non plus. Me too. Et puis en Europe, on commence juste à pouvoir acheter les produits. Hein. Donc c'est un peu nouveau quand même encore. Hein. Ouais. Jack, un commentaire sur zéro carbone network? Ce qui me vient à la tête, c'est que de ne pas répondre sans la présence de mon avocat. Demain, M. Weber, demain après-midi, va parler des travaux que CSA fait dans la normalisation. Là. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de normes, qu'on m'a dit, là, mais pas de normes pour dire c'est quoi, en termes de crédit de carbone, 1 heure d'utilisation de data center. On prend un iPhone, c'est combien un apps, c'est combien de grammes de carbone? On a toute la tasse de café d'une recherche Google là, à la tête, là, mais donc la première norme n'est pas là, puis il y a toutes les ISO, puis les I3E standards, il faut un équivalent vert, puis il faut l'institut. Bon, alors on est quand même assez loin, mais là-dessus, je vais donc de façon plus qualitative plutôt que quantitative. Si on ne le fait pas, ça va être encore pire. Alors, on mentionnait un autre propos, vous avez mentionné la réutilisation des anciens locaux. Là. Bon, comme dans beaucoup de pays, beaucoup d'usines d'aluminerie qui ont fermé, il y a des papetières qui ont fermé. Alors on se retrouve avec des coquilles vides qui ont des accès redondants, 200-300 mégawatts et tout. Donc c'est quand même des endroits intéressants à exploiter. Puis, effectivement, il y avait deux commentaires qui ont été faits sur la présence des réseaux. Là. Je pense que là-dessus, je suis d'accord. Le gouvernement du Québec a annoncé dans son dernier budget qu'elle allait déployer au courant des 10 prochaines années 900 millions en déploiement de réseau puis accroissement de la largeur de bande. On commence à avoir des expériences de municipalités là, qui veulent mettre en place de la fibre optique. C'est un peu le Far West, là, donc bâtissez-le, puis ça va venir. Donc, si le rail est là, les villages vont se bâtir, puis il va y avoir du développement économique, mais effectivement, comme Daniel l'a dit, est-ce que ça va être vert comme développement? Là? Mais ça, c'est une piste que je pense que le Québec veut se placer un peu comme le data center de l'Amérique du Nord, un peu comme l'Islande le fait du côté... on mentionnait tantôt 8 millisecondes ce matin, là, ou 1 milliseconde, fallait... Bon, on est peut-être... je croyais qu'on était assez proche de New York pour contrôler, faire le signal processing de la voix, là, mais c'est toutes des choses qui sont à développer, puis je pense que on n'a pas le choix. Fait que le Québec est bien placé, puis quand l'économie du carbone, si elle arrive, là, il n'y aura aucune question. Je pense bien qu'il va y avoir une valeur, une justification économique. On n'est pas encore là, mais même malgré ça, je pense qu'il y a un business case à faire pour Merci. Brigitte, on a encore un petit moment, 5 minutes ou 5-10 minutes 5 minutes, ok. Alors on va peut-être finir... Oui, on va peut-être finir un peu par 2-3 interrogations sur le futur et peut-être le facteur humain. Il y avait une question? Ah, une question alors. Oui, je voulais juste rebondir par rapport au smart grid. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de décentralisation des données. Mais au niveau des smart grids, est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse? Est-ce qu'il n'y a pas une quantité énorme de données qui sont décentralisées, qu'il faut regrouper pour analyser? Est-ce que vous avez vu aussi les choses dans ce sens-là? Parce que ça représente des quantités de données considérables. Une réponse? Commentaire? Oui,
On parle de cloud informatique, mais il y a tout le cloud télécom, temps réel et tout qui va venir également. Là, mais je pense que vous avez raison. Il y a, dans ce cas-là, tu as besoin d'avoir une vue d'ensemble de toutes pour pas qu'un technicien s'électrocute à l'autre bout du Québec pendant que quelqu'un... bon, donc oui, je suis d'accord. Oui, puis c'est vrai que les smart grids sont susceptibles d'amener beaucoup d'informations, mais je pense qu'aujourd'hui, l'information utile n'est pas encore bien caractérisée. C'est-à-dire que les smart meters qu'on déploie en France, par exemple, il y a beaucoup d'informations qui, pour le moment, on ne sait pas comment l'utiliser vraiment pour que ça fasse un impact derrière sur l'utilisation, sur l'optimisation de la consommation d'énergie. Donc ça, peut-être il va falloir passer un moment sur, effectivement, pas forcément remonter toute l'information, peut-être filtrer à différents niveaux pour faire des agrégations d'informations, pour faire circuler moins d'informations, et de l'information agrégée peut-être à un moment donné pour que ça ne noie pas les puits d'informations que seront à ce moment-là les data centers qui vont produire de la valeur ajoutée par rapport à cette information brute, quoi. On parle de l'Internet des choses, là, avec la santé, les routes, ça va être des milliards et des milliards de senseurs. Il faut être prêt. Oui, alors c'est pour rejoindre en fait cette remarque-là exactement. Parce que, quand on parlait ce midi avec Brigitte, c'était les smart grids vont être déployés, on le sait. Enfin, les smart grids, j'aime pas trop utiliser. Smart sensors ou les smart meters qui vont être déployés pour aller mesurer. On va mesurer beaucoup de choses. Après, comment mesurer, c'est plein de techniques mathématiques qui sont déployées. Hein, il y a ce qu'on appelle les approches détection d'événements, et il y en a d'autres qui sont plus sur mesurer continuellement. Détection d'événements, c'est il y a un problème, je le détecte et j'envoie une information. Je surconsomme, j'envoie une information. Et il y en a d'autres qui sont plus sur la consommation moyenne pour la télémesure, en fait. Tout ça, je le regroupe, moi, sur ce qu'on appelle le data mining. Voilà. C'est un domaine dans lequel je trouve que, voilà, aujourd'hui, on s'arrête à la moyenne et à l'écart type. Il y a peut-être beaucoup plus de choses plus intelligentes à faire avec ce genre. Mais c'est vrai qu'on est confronté à ce problème-là. C'est que le déploiement de ces réseaux-là, nous, on le fait, et très fortement pour aller mesurer nos réseaux. On récupère beaucoup de données, puis on ne sait pas quoi en faire, quoi. Voilà, à part de la détection d'événements et de gérer les points, les pics, comme on en a parlé aujourd'hui. Voilà. Commentaire, oui. Ah, c'est 5 minutes ou c'est une question? Non, c'est 5 minutes, ok. Je suis le chronomètre. Oh, bah, juste un petit transparent qui fera aussi peut-être une transition avec demain sur les aspects humains. Est-ce qu'on doit garder la même utilisation qu'on a actuellement d'éthique? Alors, donc, business as usual ou usage as usual. On est quand même, bon, vous connaissez peut-être cette image là où on voit ce qu'on fait sur Internet pendant 60 secondes. Alors, les chiffres peuvent porter à discussion, mais bon, 600 000 requêtes Google, 600 nouveaux films sur YouTube, donc un usage très, très intensif de ces infrastructures, et beaucoup de ces services sont gratuits. Alors, est-ce que c'est bien encore de proposer des services gratuits comme ça pour les utilisateurs? Est-ce que ça les aide vraiment à prendre en compte l'aspect énergétique et l'aspect consommation électrique associé à ces services? De la même manière, est-ce qu'on va être capable de supporter un téléphone mobile, une tablette et un laptop par utilisateur? Est-ce que c'est une bonne chose ou une moyenne chose, ou une chose moyenne? Et donc, j'ai l'impression que là, on est un peu dans une transition sur l'aspect Green ICT. On est allé donc dans les fruits assez bas dans l'arbre. Est-ce que maintenant, faire du green, rendre les tiques plus vertes, ça va être beaucoup plus difficile? Est-ce qu'il va falloir donc mettre en œuvre de nouvelles techniques pour le futur? So, one of the concepts that I think is really interesting in this context is we talked about smart grids, smart technologies.
What about smart internet services? Right, so we haven't been talking about if a user's taking advantage of the internet to do communications or distance work. How do they know how much energy they're using in the network? So concepts such as Energy Star ratings for internet services. Or another one that I like is green service level agreements. Create opportunities for that where now the service providers can get more money by differentiating when they can offer green services. I think working on that end of it, it can have a big impact in this area, and it's something that we really need to try to take advantage of going forward. And there's a lot of criticisms that are weighed that, oh, well, how can you keep track of data as it's going through the internet? But I would argue that how do you keep track of a package as it gets delivered across Canada? There's similar problems, but somehow in these other industries, they're able to get an estimate of carbon for those types of services. So I think we need to do the same for information technology. So I like very much the comment about green labels, and I agree that we don't have enough green labels for ICT. And I've tried a little bit to understand, even with the large telco companies here in Canada, what could be their real power consumption. And when you look into the reports, when you look into the public information, they don't even disclose where the data centers are located. And they're probably going to argue that this is a security issue, that they don't want to tell you, or maybe they outsource it and they don't even know where it is. But I think we need to have some transparency there to be able to associate a company with a true green effort of greening their IT, not just the bullshit in the, the financial report that they make every year. And then you can track down to see what's really been done. And that's where new labels could really look at the truth, what's really happening behind the desktops. And should I choose Bell, or should I choose TELUS, or should I choose Orange, and which one is really green? I could challenge Orange now to tell me if he really knows if he's green or not, and maybe he doesn't even know. I know. You know? So do you know if you're better than your competitors, or could you? There exists some ranking, published ranking, and you can find it in internet. They evaluate the efforts that a company is putting in becoming green, and is it really green, or is it a greenwashing technique? In most cases, that's why we push with the LCA analysis, the l'analyse des cycles de vie, which is very important for us to determine what is greenwashing and what is not, what is really green. But I don't know the ranking exactly to answer the question. Do you know how they do it? No, but it's very complicated. If you can keep your question for Chris Weber tomorrow afternoon, he has a start of an answer. Oui, non, juste peut-être un commentaire, parce que tu mets que we support free services for users. Free dans le sens de émission de CO2, ou gratuit dans le sens de monnaie, de l'argent? Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose, on pourra effectivement calculer le nombre, la charge carbone d'une requête Google ou d'une image sur Facebook, et donc peut-être éventuellement charger ou dire voilà, ça vous avez produit tant de grammes de CO2 en mettant cette image sur Facebook. Ça serait, c'est ce que mon collègue proposait, et donc ça serait bien. Mais tant qu'on n'aura pas une incitation financière pour les utilisateurs, je mets ça sur Facebook, mais ça va me coûter 3 cents.
peut-être il n'y aura pas d'effet. Disons, c'est bien de le donner, l'information, mais si tout passe par... donc c'est mon opinion, donc je ne sais pas si les autres partagent cette opinion, mais si tout passe par l'argent, donc s'il n'y a pas d'incitation financière, ça ne suffira pas. Non, c'est un problème crucial. Nous, on les appelle les over the top. C'est Facebook, les Google, bon voilà. C'est un gros problème à la fois économique et politique. Parce que, économiquement parlant, entre l'utilisateur et Google, il passe par un chemin qui est les opérateurs. Et il se trouve qu'ils y passent gratuitement. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un problème de ce point de vue-là, qui est de partager. Dans notre impact environnemental, on ne compte pas le fait que je mette en relation un user A, un user B, qui sont des abonnés à moi, mais je mets des users qui ne sont pas mes abonnés, qui sont les abonnés d'un autre, et qui passent par le réseau. Voilà, donc ça rajoute à l'impact, et donc on voudrait bien être associés tous à cet impact-là pour pouvoir réduire tous ensemble et non pas reverser l'un à l'autre. Ça, c'est les aspects, je dirais, politiques des choses. Après, oui, il y a l'aspect, je pense qu'on en a parlé, c'est les requêtes Google. Voilà, on arrive à les évaluer. Maintenant, oui, on retombe dans les mêmes questions que l'on avait tout à l'heure, j'ai l'impression, sur les data centers et tout ça. Comment tout ça. Alors, moi, il y a une question qui m'a frappé dans ce que tu as marqué, c'est performance vs power. Ça, c'est, enfin, moi, je pense que c'est, ouais, vraiment, c'est ça. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à perdre un petit peu de qualité de service pour gagner un petit peu est-ce qu'on peut descendre de 1% ou 2%? C'est énorme. Est-ce qu'on peut garder un téléphone un petit peu plus longtemps que ce que l'on a? Enfin, on est sur des moyennes de 18 mois. Est-ce qu'on peut le garder? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes qui vont inciter les gens à garder ou à recycler ou... Bon, voilà. Oui, il faut casser des paradigmes. Et bon, voilà, on y travaille, je pense, et les entretiens Jacques Cartier y contribuent énormément. Belle conclusion. C'est effectivement une belle conclusion et transition pour demain. Alors, je souhaite remercier tous les panélistes et merci à vous pour votre participation. Merci.